Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Aujourd'hui, je rencontre Mossi Traoré, créateur de mode et fondateur des ateliers Alix, une école de haute couture située dans le quartier où il a grandi, à Villiers-sur-Marne. Mossi a gagné de nombreux prix pour son activité et enchaîne les collaborations avec des maisons aussi prestigieuses que L'Oréal Paris ou Chanel. Bonjour Mossi, entrons ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir de l'ascenseur, qui voyez-vous ? Bonjour, donc je vois un petit gamin issu d'une banlieue parisienne qui au départ rêvait d'être footballeur et de taper le ballon et juste d'être un champion dans le foot. C'était même pas pour l'argent, la célébrité, je voulais juste être un champion. Et qui au passage a fait un petit tour dans les grands magasins parisiens de Paris, qui a piqué quelques jeans et qui aujourd'hui est devenu créateur de mode. Et vous avez quel âge ? Aujourd'hui j'ai 39 ans. Donc je vis encore avec ma mère et mon petit frère. J'habite toujours dans mon quartier. Donc voilà, j'exerce mon activité de créateur de mode, mais voilà, j'habite toujours dans mon quartier, à Villiers-sur-Marne, les Hautes-Nous. Je navigue beaucoup entre Paris et la banlieue. Je pense que j'étais un peu en avance sur le Grand Paris. Et puis je suis heureux. Quand vous démarrez dans la vie, Mossi, d'où partez-vous ? C'est quoi votre rez-de-chaussée ? J'ai grandi dans une cité avec tous les aléas que ça comporte. Donc, école primaire, passionné de se lever le matin, de regarder des films et de foncer à l'école. J'étais bon élève en primaire, grandi dans une famille nombreuse, le deuxième d'une fratrie de 7 enfants. Collège, je suis arrivé au lycée, c'était un peu difficile au début parce que les changements de salle, plusieurs profs, j'étais un peu perdu. Moi, j'étais habitué à une maîtresse et le temps de se remettre un peu dans le bain. J'étais un élève moyen, je naviguais entre les avertissements de travail et les encouragements, donc c'était selon un peu mon humeur, mon envie. Puis arrivé en 5e, là, j'ai commencé un peu à sécher les cours, la tête focus que sur le foot, les cahiers, les devoirs, je m'en contrefichais. Bon, j'aimais beaucoup le français, l'histoire, mais tout ce qui était les matières scientifiques, les mathématiques, la physique, etc., chimie, ça me saoulait à mort. Et j'arrive en 3e avec un bulletin de notes catastrophique et je me retrouve en BEP. En BEP de quoi ? Comptabilité. Donc bon, pour quelqu'un qui aimait pas trop les mathématiques et les chiffres, je me retrouve en BEP. Mais ça a été ça a été un déclic parce que je me retrouve dans un lycée où on était plus motivé pour venir pour les jolies filles qu'il y avait que pour les cours. Et je rencontre des amis d'un autre quartier. Ils étaient comme des grands frères et des mentors pour moi. J'étais le plus jeune. Et en fait, c'est des amis qui piquaient les vêtements dans les grands magasins. Donc c'est eux qui m'ont un peu initié à tout ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la mode, en fait. En piquant dans les grands magasins. En piquant des vêtements dans les grands magasins. Bon, petite précision au passage, notre invité a beaucoup de talent, mais on tient quand même à préciser dans Bienvenue dans l'ascenseur que le vol n'est pas une compétence que nous encourageons dans notre podcast. Sur ce, je propose qu'on continue notre échange. Donc vos parents, ils faisaient quoi dans la vie ? Mon père était éboueur, il travaillait pour la ville de Paris. Ma mère était mère au foyer. Donc elle s'est d'abord occupée de moi, de mes frères et parfois de mes cousins quand il y avait
une tante qui était malade, il fallait que mes cousins viennent à la maison. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans une ambiance et un contexte familial où beaucoup de solidarité, de générosité, d'entraide. Moi, j'ai grandi dans une culture où on mange tous ensemble dans le même plat à la main en étant accroupis. Donc, j'ai grandi vraiment dans une culture où baignent des valeurs de solidarité, de générosité, d'humilité, d'entraide, etc. Je suis issu d'une famille originaire du Mali. Mes 2 parents sont maliens. J'ai eu la chance quand même, voilà, de grandir dans une maison où mon père nous a transmis vraiment des valeurs d'effort, de travail, de générosité. C'était quelqu'un qui œuvrait beaucoup pour les autres, jusqu'à qu'il tombe malade un jour, même dans son lit d'hôpital, il était encore là à vouloir aider les autres, sans penser à se soigner lui-même. Donc moi, j'ai grandi avec cette culture-là, en fait, de tendre la main. En fait, mes premiers pas, je les ai faits dans le 18e arrondissement, parce qu'à la base, moi, je suis un petit gamin de Paris, du 18e. Mes premiers pas se faisaient du côté de Max Dormois, La Chapelle, etc. Quartier hyper cosmopolite, plein de cultures. Enfin, moi, j'adorais ça. Au départ, quand je suis arrivé en banlieue, j'étais hyper triste, quoi, parce que je quittais Paris, le Sacré-Cœur. Et là, vous aviez quel âge? J'avais 5-6 ans. D'accord. J'étais en maternelle grande section. Et au départ, j'étais très triste de quitter Paris. Et puis, au bout de quelques semaines, là, je me rends compte qu'en fait, la banlieue, c'est cool et chic, quoi. J'ai des amis de toute culture, toute religion. C'était comme une grande cour de récréation où on est tous potes. Et ce que j'aimais à cette époque, c'est qu'on regardait pas la race, on regardait pas la religion, on regardait pas la couleur de peau. On était tous des rêveurs, des petits gamins qui étaient contents de se retrouver. Alors justement, des rêveurs, est-ce que vous aviez des rêves pour votre avenir à cette époque? Moi, dès que j'ai commencé à regarder le manga, le dessin animé Olivier Tom, Club Dorothée, et l'OM en 93, époque Bernard Tapie, je voulais faire que du foot. Il y avait vraiment que ça qui m'animait. En fait, le ballon, nous à la maison, on n'avait pas de jeu de société. Dès qu'il y en a un de nous, il avait un ballon, on prenait un plaisir à jouer au foot au quartier. On se faisait un peu gronder par les gardiennes quand on jouait dans les halls et qu'on tapait sur les murs, ça faisait du bruit. Et sinon, je regardais beaucoup le cinéma indien. Donc à la maison, nous, Bollywood. on était très 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 Bollywood. Mais d'où ça venait? En fait, c'était très propre aux familles africaines. Ah oui. Ouais, tout ce qui est Afrique de l'Ouest, le Maghreb, les Comoriens. En fait, nous, on a grandi avec le cinéma indien. C'est-à-dire qu'à la maison, on n'avait pas de jeu de société. Mais on pouvait regarder en boucle le même film pendant toute une journée. On pouvait le regarder 3 fois dans la même journée. Parfois, je quittais la maison, j'allais chez un pote à moi. Sa famille aussi était en train de regarder le même film. Incroyable. Et le cinéma indien a eu un impact très, très, très important dans notre éducation durant la jeunesse. Vous avez parlé du fait que vos amis vous ont fait découvrir la mode en vous entraînant à l'adolescence dans les grands magasins pour voler des vêtements. C'était une époque où, on va dire, les marques un peu tendance de l'époque, ça allait être Levi's, ça allait être, il y avait quoi, Brice, je m'en souviens, Ralph Lauren, Hugo Boss, etc., etc. Quand t'es en 3e, c'est un peu les marques que tu connais parce que, on va dire, ta culture mode, elle est pas très poussée. T'es un peu, on va dire, les rois du marketing de l'époque. Et donc moi, j'arrive au lycée, je suis là, j'ai à peine 1 ou 2 jeans dans ma garde-robe. Donc je marchais avec des amis et puis parfois je dis putain, je suis ringard quoi à côté d'eux, ils sont toujours bien sapés. Les mecs, je vois, ils portent des marques, Calvin Klein, Armani, Trussardi, Cerrucci, Fashionable. Je dis ah ouais, mais là, ça va pas le faire, là, je peux pas continuer à marcher à côté d'eux, parce que bon, il y avait aussi une petite compétition pour plaire aux filles, il fallait être bien looké. T'es comme des grands frères, moi, ils m'ont pris par la main, ils m'ont dit, attends, on va te montrer et tout, et en fait, bon, au départ, c'était vraiment parce que je voulais être bien sapé, hein. Mais de fil en aiguille, j'ai commencé à apprécier l'idée de me créer des looks, de me créer des identités, de me distinguer du commun, des mortels au quartier. Je voulais être différent, en fait. J'étais un peu rebelle. Je voulais pas être dans la masse, je voulais pas être un mouton. Et là, j'ai commencé à m'éclater. Je commençais à imaginer des looks dans ma tête, etc. Et puis, quand je suis arrivé en STT, parce que j'avais eu mon BEP comptabilité, et puis je voulais plus faire de comptabilité. Donc, j'étais en STT, option commerce. Et à ce moment-là, un jour, on nous a demandé, faites une étude comparative de 3 métiers dans un secteur d'activité qui pourrait vous plaire. Et faites un focus sur un métier dans ce secteur. Moi, c'était clair que c'était la mode et j'ai fait des recherches sur le métier du stylisme
Et je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé ce que je vais faire. Je devais avoir, je pense, 17-18 ans à l'époque. Et en fait, à partir du moment où j'avais trouvé ma voie, j'ai fait du tout droit. Là, j'ai arrêté les zigzags, tout ça, et je me suis dit, c'est ça que je vais faire, et je vais foncer. Bienvenue dans l'ascenseur. Vous avez filé tout droit. Exactement. Et en fait, j'ai commencé, je piquais des petits bouquins à la Fnac, les Studirama, l'étudiant, moi, j'étais vraiment système D, quoi. Quand je voulais quelque chose, peu importe les moyens, la manière, il fallait que je l'obtienne. Je voyais les prix des écoles de mode, c'était hyper coûteux. Très cher. Moi, j'avais pas les moyens de me payer ça, mes parents n'auraient pas pu me payer ça. J'avais pas envie d'être égoïste, de demander à mes parents de faire un sacrifice pour moi au détriment peut-être de mes frères et sœurs. Mais ça m'a pas fait peur, en fait, tout ça. Moi, j'étais dans mon rêve, je me suis dit, je vais trouver une solution, je vais me débrouiller, mais en tout cas, c'est ce que je vais faire. Et alors, quel est le déclic qui vous permet justement d'accéder au premier étage, donc d'accéder déjà à votre rêve? Alors en fait, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quand je veux quelque chose, je dors très tard la nuit. Je suis un MacGyver, quoi. Je vais réfléchir à comment je vais trouver une solution. Et en fait, pour financer une école de mode, je me suis dit, c'est simple, il faut que je trouve un travail. Donc, j'ai trafiqué un petit peu mon CV. Je postulais à Zara de la ville à côté de là où j'habite, à Noisy-le-Grand. Et je m'en souviens, il y avait un magasin Sport 2000 dans ma ville qui avait fermé. Donc, je me suis fait un plaisir de mentionner que j'avais été vendeur dans cette boutique. Comme elle avait fermé, je savais qu'ils ne pourraient pas vérifier. J'avais travaillé de temps en temps au marché. Donc, j'avais dit, voilà, vendeur au marché. Ça a montré que le gars, il est motivé à se lever à 5h du matin. Et ça, c'était vrai. Il m'était arrivé de travailler au marché pour gagner un peu d'argent de poche. Quand j'étais un peu fou à l'époque et je voulais me payer un billet d'avion pour aller en Italie. Parce que j'avais fait un petit passage en Italie avec mon club de foot et j'avais tellement adoré ce pays, cette culture, que je m'étais mis un pari un peu fou dans la tête en me disant, moi je vais travailler, je vais gagner de l'argent et je vais aller vivre un peu en Italie. J'étais en primaire et au collège à cette époque. Mais pour revenir sur comment j'ai pu accéder à une école de mode, c'est que j'ai réussi à décrocher un boulot chez Zara, j'étais vendeur, j'étais content parce que c'était un boulot qui était quand même en lien avec mes études. Et puis moi j'avais vu loin déjà dans ma tête, c'était ok, je suis chez Zara, mais il faut qu'un jour j'atterrisse dans les bureaux d'études de Zara, parce que ce sera encore plus cohérent pour moi. Donc, je m'étais déjà fait un plan, en fait. Et donc, j'avais la chance, j'avais un boulot, je pouvais payer mon prêt contracté à l'époque. Et malheureusement, la direction de mon magasin à l'époque ne m'a pas assez soutenu pour essayer d'obtenir un stage ou quelque chose. C'est là que j'ai compris qu'en fait, dans la vie, les choses, tu les obtiens par toi-même. Mais voilà, j'avais trouvé un boulot chez Zara. Ensuite, quand j'en ai eu un petit peu marre de Zara, j'ai voulu découvrir le luxe. Et moi, j'étais passionné de Giorgio Armani à l'époque, par rapport à son histoire, son parcours, ce qu'il incarnait, le fait qu'il était actionnaire majoritaire de son entreprise à 100%, et je me suis dit, mais il faut être un Armani dans la vie plus tard. Mais alors attendez, entre-temps, vous faites une école de mode? Exactement. Laquelle? J'ai fait l'école Mode Art. Donc, je travaille chez Zara, je fais du foot en salle à ce moment-là, et j'étudie dans mon école. Je suis passionné, j'adore, je kiffe. J'arrive dans une école où il y a des gens de tous les pays, toutes les cultures. Moi, je suis passionné. J'ai des profs qui me transmettent la passion. Ça se passe super bien, mais c'est très dur parce que, c'était beaucoup de travail. J'ai dû arrêter le foot parce qu'à un moment, il fallait faire un choix. Et donc là, j'ai priorisé la mode. Donc, je travaillais chez Zara. Ensuite, je travaille chez Armani. Je suis super content. Pareil, j'arrive à rentrer chez Armani sur les champs. J'y vais je m'en souviens, je sortais du marché Saint-Pierre avec tous mes échantillons de tissus et j'arrive dans une boutique Armani où quand les gens viennent postuler, mettent un costard cravate. Moi, j'étais avec plein de fils de tissus qui pendaient de partout. Et j'ai eu la chance, une femme, Valérie Masson, qui me donne ma chance. Qui a aimé votre look. Je pense qu'elle a beaucoup aimé mon enthousiasme et ma volonté d'aller de l'avant. Et puis, c'est quelqu'un qui voulait donner la chance aussi à des jeunes issus des banlieues. Alors du coup, qui vous a aidé dans votre parcours? Elle est la première? Si je commence, c'est déjà mes maîtresses en primaire. D'accord. J'ai eu des maîtresses qui m'ont marqué, qui m'ont fait apprécier l'école. Collège, lycée, ça a été un peu... quelques profs au lycée cool, mais ça a été un peu plus chaotique. Dans mon école de mode, j'ai eu des profs incroyables, dont les directeurs pédagogiques de mon école. Xavier Chemette, un historien de la mode qui est juste un mec incroyable. Moi, il m'a fait aimer l'histoire de la mode, l'histoire de Yohji Yamamoto, Alexander McQueen, John Galliano. Enfin, c'est un prof... Je m'en souviens, ses cours, c'était à 18h. Donc, on était bien fatigués les mardis. On terminait à 20h. Mais pendant 2 heures, il arrivait à capter notre attention.
Puis il y avait son binôme Véronique, pareil, qui était une prof géniale. Enfin, j'ai vraiment eu la chance à Modart d'avoir des profs qui m'ont transmis une vraie passion. Et puis ensuite, cette personne, Valérie, chez Armani, qui m'a ouvert les portes de la maison Armani, qui m'a donné ma chance. Une autre personne, Ghislaine Houdin, à l'Opéra Garnier, parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage à l'Opéra Garnier, alors que moi, je connaissais pas du tout c'était quoi l'Opéra de Paris. J'avais juste eu un jour un dossier à faire sur Christian Lacroix. Il y avait une expo à l'Opéra et je découvrais en fait l'Opéra. Moi, quand je passais devant l'Opéra et que j'allais piquer mes jeans, je regardais en haut, c'est quoi ce bâtiment et tout. Mais je savais pas qu'est-ce que c'était. Et quand j'ai découvert de l'intérieur, qu'est-ce que c'était, j'ai dit, mais c'est incroyable ici. Et de là, je me suis dit, un jour, il faut que je travaille ici ou que je fasse un stage. Vous avez été charmé par la beauté? La beauté du lieu, sa symbolique, ce que ça incarne. Et ce qui m'a vraiment marqué, ça c'était surtout pendant mon stage, c'était le parquet de l'opéra. Quand les danseurs marchent, en fait, j'ai encore les sons des craquements du parquet quand les danseurs marchent. Et ça, pour moi, c'est comme une sorte de mélodie incroyable qui a parfumé mes souvenirs. Et l'opéra, ça a été incroyable parce que après ça, j'ai pu faire quelques extras pour eux. Je découvrais le Bolchoï, les ballets, les spectacles lyriques. Quand tu viens d'un quartier que t'as pas accès à tout ça, moi, j'étais un peu VIP, quoi. Et puis, j'étais un peu le chouchou. J'étais bien bichonné par la responsable, donc Ghislaine Houdin. Et je m'en souviens, comment moi j'ai eu un stage à l'opéra, c'est que j'ai téléphoné à l'Opéra de Paris un jour en leur disant, écoutez, moi je suis étudiant en école de mode et j'ai envie de travailler à l'opéra gratuitement. Moi je veux juste vivre une expérience. Et voilà, j'étais prêt à me mettre au chômage et d'aller vivre des expériences nécessaires pour moi. Et elle a rigolé, je l'ai eu en entretien et elle m'a donné ma chance en faisant un stage dans un premier temps. En étant payé, j'espère. Oui, mais même si j'étais pas payé, j'étais moi dans une logique à l'époque que mon paiement, ça allait être l'expérience que j'allais acquérir. Deuxièmement, j'avais pas misé là-dessus, mais c'est un réseau que tu te construis aussi. C'est vrai. Parce que quelques années après, j'ai la chance d'emmener Marie-Agnès Gillot au Taj Mahal avec moi faire un shooting photo. Donc tout ça, c'est né de quoi? De cette volonté un jour, en prenant le téléphone et en voulant travailler à l'opéra bénévolement. Est-ce que quand vous commencez dans la vie active, du coup, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu le sentiment de ne pas avoir pris la bonne direction ou d'avoir des pannes d'ascenseur? Alors des pannes, j'en ai eu. En fait, déjà, à mon école, j'ai pas pu faire les 3 années d'études. J'en ai fait que 2. Parce qu'à un moment, ça devenait trop difficile de gérer tout. Et puis comme je travaillais chez Armani, stratégiquement, je me suis dit, attends, tu travailles chez Armani, il faut que tu atterrisses à Milan auprès de Giorgio, quoi, pour apprendre à côté des plus grands et tout. Mais vous faisiez quoi chez Armani? J'étais vendeur. J'ai fait plusieurs boutiques. J'ai fait Georges V, Saint-Germain-des-Prés, les grands magasins. Puis à un moment, j'étais responsable d'un département. Mais pour moi, ça, c'était juste une transition. Je voulais pas m'enfermer. Quelque chose qui m'a marqué, c'est que j'ai rencontré beaucoup de collègues dans mon parcours, que ce soit chez Zara, à l'Opéra ou chez Armani, qui avaient voulu aussi travailler dans la mode et qui m'ont dit j'ai dû y renoncer pour une variété de raisons. Et moi, j'étais toujours le plus jeune, en fait. Et je me suis toujours nourri de ces phrases-là parce que je me suis dit, j'espère que quand j'aurai 30 ans ou 40 ans, je n'aurai pas à prononcer cette phrase de « j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais aimé ». Donc dès là, je me suis dit, ne t'enferme pas. Dans la vente. Voilà. Donc pour beaucoup, c'était des jobs alimentaires et à un moment, le job alimentaire prend le dessus. Moi, je me suis dit, c'est une étape, c'est juste pour rembourser mon prêt, mais il faut que je vive mon rêve en fait. Alors, comment vous avez réussi justement quand même à vivre votre rêve, enfin à accéder à votre rêve et à passer finalement de vendeur ou de stagiaire à l'Opéra de Paris, enfin à être créateur de mode? J'ai fait beaucoup de sacrifices financiers, sur la vie perso. Enfin, si je vous raconte mon parcours, c'est moi, voilà, ma 3e année, pendant que mes camarades font leur 3e année diplômante avec la collection de fin d'année, moi j'ai pris mon sac à dos, je jobais chez Armani, ensuite j'ai fait mon stage à l'Opéra, je faisais des extras à l'Opéra. Je suis allé voir une couturière indienne à Gare du Nord pour apprendre auprès d'elle bénévolement, parce que je voulais apprendre les drapés des saris indiens. Donc le Bollywood, les films de Bollywood aussi vous ont inspiré quand Exactement. même. Je suis allé voir un couturier africain parce que je voulais apprendre auprès de lui. J'étais très curieux. Je voulais me nourrir de tout ce qui pouvait m'aider à gagner en expérience, en savoir-faire, en technique.
Ensuite, j'ai pris mon sac à dos, je suis allé un petit peu vivre à Milan tout seul, parce que je voulais voir ce qui se passait à Milan. Et la 3e année, du coup, vous y renoncez pour des raisons financières ou parce que c'est trop cadré pour vous et vous avez besoin de vous auto-former d'une Non, façon je pense que plus... c'était ni l'un ni l'autre. C'était plus libre. que, en fait, le fait de devoir travailler en même temps que ses études, ça me pénalisait beaucoup parce que j'avais moins de temps, j'arrivais pas à être bien concentré. Mais en même temps, je me suis dit, je travaille chez Armani, c'est peut-être un autre chemin qui se dessine à moi et qui peut être aussi c'est comme si je me suis dit, je vais peut-être prendre l'ascenseur très tôt là et je vais aller tout de suite au 7e étage. Bon, comme pour Zara, la direction à l'époque, était plus soucieuse des chiffres d'affaires de la société en France plutôt que d'aider un petit rêveur qui veut aller auprès de Giorgio faire son stage. Et en fait, mais ça a été très bien parce que je suis allé en Italie, j'adorais l'Italie, je m'étais promis un jour j'irai en Italie, j'avais pris des cours d'italien pour préparer ça. Je suis rentré d'Italie, j'ai fait un concours de mode organisé par une école, j'ai été finaliste. Je suis allé en Inde, pareil, pour voir ce qui se passe. Je voulais essayer de faire un stage dans une maison de production de Bollywood. Donc déjà, les petits rêves que j'avais, je voulais aller les décrocher. Et ensuite, quand je suis revenu à Paris, je me suis dit, allez, je me lance. J'avais aucune expérience dans une maison, dans une marque. Mais je me suis dit, je me lance. Comme créateur. Comme créateur, je lance ma marque. J'avais des maigres économies. Mon père m'a prêté un peu d'argent. Et j'avais rencontré Didier Grumbach à l'époque, qui était le président de la Fédération de la haute couture et de la mode. Et je m'en souviens, je suis allé le voir avec quelques croquis. Et en fait, il me propose d'être dans le calendrier de la haute couture. Incroyable. Non, avant de rencontrer Monsieur Grumbach, j'avais rencontré la journaliste Janie Samet, qui était considérée comme la plume de Paris. Et Janie, quand je l'ai rencontrée, c'est parce que j'avais lu son livre Chère haute couture, que j'avais trouvé incroyable. Moi, j'ai adoré, j'ai voyagé avec ce livre, j'ai compris et découvert beaucoup de choses. Et dès que je finis le livre, première chose que je fais, je tape son nom dans l'annuaire, je trouve son téléphone fixe et je l'appelle. Et je dis, voilà, je me présente, je m'appelle Moussi Traoré, je suis un petit jeune étudiant en école de mode. Je suis désolé de vous appeler de manière un petit peu intrusive comme ça, mais je viens juste de finir votre livre, je vous trouve génial, il faut qu'on se rencontre. Et elle accepte de me rencontrer. Je m'en souviens, elle m'avait dit, quelle audace. Donc, grâce à Janie, ça me facilite ma rencontre avec Didier Grumbach, que je voulais rencontrer, mais c'était un peu compliqué, oui. Quand je rencontre Monsieur Grumbach et qu'il me propose cela, donc moi j'étais tout joyeux, quoi, j'étais pas effrayé du tout. Donc vos croquis dans le calendrier. Il me propose d'être dans le calendrier de la haute couture à l'époque. Je l'avais rencontré, c'était quasiment fin novembre, début décembre. La haute couture, c'était fin janvier qui arrivait. Et donc finalement, j'ai pas pu faire la haute couture en janvier, donc j'ai été dans le calendrier en mars, sur la femme, le prêt-à-porter. En gros, j'avais eu 2 mois et demi pour créer une société, créer une collection et organiser un défilé de mode. Puis comme j'étais un peu fou à l'époque, je voulais absolument le faire dans une église. Donc là, j'ai appelé toutes les églises de Paris pendant une semaine, tous les matins, à parler avec des curés, des pères, des prêtres, etc. Dès que je sortais du métro, que je voyais une église, je fonçais dans l'église pour me renseigner. Donc j'arrive à tout faire, mais je me prends une grosse gifle. Parce que j'étais pas prêt, j'avais aucune notion du business. Je présente pendant le prêt-à-porter une collection qui est assez couture, qui est pas assez bien travaillée, pas assez aboutie. J'avais pas le réseau de connaissances techniques autour de moi. Vous avez voulu aller trop vite, vous pensez ? J'ai voulu aller trop vite et j'étais pas assez expérimenté. Donc je me prends une grosse gifle. Elle se matérialise comment, la gifle ? Elle se matérialise que t'es dans le calendrier officiel. Tu dois être prêt. Mais concrètement, ça veut dire que vous étiez pas prêt, vous étiez dans ce calendrier, mais vous étiez pas prêt en fait pour répondre à quel type de demande ? En fait, une marque de mode, c'est du business avant tout. Une entreprise doit avoir une vision business avant tout. C'est pas juste de créer. Pour moi, c'était je monte mes vêtements, ça va plaire, les gens vont acheter. J'étais trop artiste. Voilà. Et je m'en souviens, il y avait eu des propos tenus. Certains journalistes présents disaient celui-là on le reverra plus jamais. Ah oui, c'est-à-dire que vous étiez mort-né. Ouais. Pour moi, c'était une belle revanche de gagner le prix de l'Andam en 2020. Quand on dit celui-là, il s'y est cru, il s'est cru plus beau qu'il n'est en fait. En gros, il n'y arrivera jamais. Ça, c'est en quelle année ? 2011. C'était en 2011. Je sors un livre aussi à l'époque avec mes amis, un livre qui s'appelle Les Gars de Villiers. Et c'était un livre où on parlait de c'est quoi la vie en banlieue, on était 10 potes issus du même quartier. J'ai travaillé avec une journaliste du Parisien, on avait écrit ce livre pour faire passer un message d'espoir aux jeunes de banlieue. Peu importe d'où tu viens, bats-toi pour t'en sortir. Et on voulait aussi montrer aux gens qui ne connaissaient pas c'était quoi la banlieue, que la banlieue c'est pas que ce que les médias dessinent. Voilà, c'était une période où j'étais un peu éparpillé aussi, parce que j'avais ma marque, je sors ce projet de livre, c'était 4 ans de travail avec les potes avec qui t'as partagé tes premiers paquets de chips. Mais voilà, au niveau de la mode, je suis plus bactère. Donc j'attends 6 mois.
Et je me relance, je repars. Je refais une collection. Est-ce que vous aviez le sentiment, après cet échec, d'être cramé dans votre réseau? Non, parce que en fait, moi, je connaissais pas le monde de la mode, je connaissais pas les gens influents, les gens importants. Et puis, quand je repars de plus belle, je me dis, j'étais encore dans mes délires, mes challenges. Je me suis dit, bon, mon premier souhait, c'était de faire un défilé dans une église. Là, maintenant, il faut que je fasse un défilé dans un cimetière. Et je choisis le Père Lachaise, donc le mec qui se met des challenges de malade. Et j'arrive à obtenir l'autorisation. Hein. Bon, j'avais compris quand j'avais fait mon projet à l'église que quand tu dis la vérité, on t'envoie balader. Donc parfois, il faut un peu customiser la vérité. Donc je parlais plus de défilé de mode, mais de spectacle d'art vivant. Et je parlais plus de vêtements de mode, mais je parlais de costumes. Et donc j'arrive à obtenir l'autorisation. Je fais un défilé au Père Lachaise. Et à cette époque, le Mossy un peu dingue là, qui dort pas, je remets un peu ce costume-là et je tente tout pour faire venir Anna Wintour à mon défilé. Et alors? Donc j'appelle le bureau du Vogue USA parce que je me suis dit, vu que pour être respecté dans ce milieu, il faut que les gens les plus respectés te donnent la lumière, on va aller appeler la paperesse de la mode. Et j'appelle au bureau de Vogue, je me fais passer pour mon propre attaché de presse alors que j'en ai même pas. et j'arrive à être en contact avec l'assistante d'Anna Wintour, une femme extraordinaire, Fiona Darin. Et elle, je pense que le fait qu'en plus j'étais passé au grand journal par rapport à ce livre que j'ai écrit avec mes potes, je sais pas, c'est quelqu'un qui a cru en moi, qui m'a donné ma chance. Donc Anna Wintour n'a pas pu venir parce qu'elle m'a dit, mais moi aussi, tu sais qu'Anna Wintour, des fois même certains grands noms de la mode, elle a pas le temps d'aller à leur show et tout. Mais le Vogue USA est quand même venu à notre défilé. Incroyable. Au Père Lachaise. J'avais pas de bureau de presse. On fait un super défilé, on a des retours. À ce moment-là, il y avait une émission France 4 ou je sais plus quelle chaîne de télé qui faisait un petit documentaire sur moi. Donc en fait, ça me redonne un peu de peps. Mais encore une fois, je suis pas structuré pour du business et le commercial. Donc il me manquait un peu ce côté-là. Donc je fais ce défilé, moi je suis dans ma dynamique. Après ça, je me dis, bon allez, maintenant il faut que je refasse un défilé un peu dingue. Et là, je fais un défilé en pleine avenue Montaigne. Donc je me bagarre pour avoir les autorisations avec la préfecture de police de Paris. Je m'en souviens, je leur avais dit une phrase qui les avait un peu titillés, parce qu'au départ, ils voulaient pas me laisser l'autorisation. C'est après avoir vu un clip de la chanteuse Shaim tourner avenue Montaigne, je leur dis, mais ils me racontent du pipeau, ces gens-là. Ils me disent qu'ils donnent pas d'autorisation. Je vois un clip tourné par une chanteuse. Donc j'envoie un mail à 1h du matin avec des captations d'écran à la préfecture. Et le lendemain, je déboule à la préfecture. Et je leur dis, là, je veux parler à un responsable. Et quand il y a un responsable qui vient, je leur dis, mais en fait, il faut que je m'appelle Bernard Arnault pour avoir l'autorisation 2 heures après. Ils me disent, non, faut pas dire ça. Pourquoi vous dites ça? Je fais, c'est la vérité. Je fais, en fait, vous n'êtes pas là pour aider les jeunes artistes. Vous êtes un paillasson devant les puissants. Et 1 heure après, j'ai l'autorisation. C'est incroyable. Donc, c'était un peu galère parce qu'il me restait plus beaucoup de temps. Et moi, j'avais pas de bureau de presse, j'avais pas de boîte de production, j'avais pas d'argent. Moi, mes défilés, j'avais un budget de 0 €. On me sortait des devis à 70 000 €. Mais malgré tout, on arrive quand même à faire ces défilés-là. Et avenue Montaigne, je m'en souviens, pour l'électricité, j'avais moins d'expérience qu'aujourd'hui, donc un peu paniqué, je cherche les solutions, je vais toquer à toutes les boutiques, les gens qui habitent dans les immeubles de la zone où on était autorisé. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut pas utiliser vos prises électriques? C'est là que j'ai vu que c'était plus facile à obtenir du ketchup chez mes potes au quartier pour manger mon plat de frites que d'obtenir juste un branchement électrique sur l'avenue Montaigne. Et en fait, je me suis dit, bon allez, système D, et j'ai utilisé en cachette des prises électriques de la maison Chanel à l'époque. C'est comme ça que j'ai eu l'électricité pour mon défilé. Mais alors, ça c'est en quelle année, Moussi? 2013. D'accord, donc vous voyez, entre l'échec de 2011 et le défilé Avenue Montaigne 2013, vous avez vraiment accéléré quand même. Mais niveau business, ça avance pas. Ça avance pas au niveau business. Mais de toute façon, dans le monde de la mode, on sait bien qu'il y a le créateur d'un côté et puis le businessman ou la businesswoman qui l'accompagne de l'autre. Bienvenue dans l'ascenseur. Qu'est-ce qui vous fait accéder à un autre niveau, c'est-à-dire au fait que vous devenez vraiment un créateur qui est un peu moins dans le système D? Je réalise un de mes rêves, défiler en Inde et d'habiller une star de Bollywood, ça c'était en 2014. Je suis hyper heureux, hyper content. Sauf que ça m'a pas ramené d'argent, ça. Et je me retrouve financièrement dans une situation très, très, très compliquée. Donc, je voyage, je vais en République tchèque, en Russie, en Inde et tout. Je présente ma collection et tout. Mais j'ai pas encore compris que
t'es pas là en fait pour faire des collections, des défilés et tout. T'es là pour faire du business. Donc financièrement, je m'endette, banque, famille, etc. Et en 2014, fin d'année, je me dis, allez, faut arrêter. Mais j'étais déjà stimulé par un autre challenge, rendre hommage à Madame Gray. Parce que j'avais rencontré une femme qui a été une de mes plus belles rencontres dans la mode, Josette Thomas, qui était une femme qui prenait sa retraite, qui avait travaillé chez Madame Gray, et qui à ce moment-là était professeure pour l'éducation nationale. Et le fait qu'elle avait travaillé chez Madame Gray, moi j'étais fan de Madame Gray, et on s'est rencontrés, on a échangé, et je m'étais dit un jour j'aimerais rendre hommage à Madame Gray d'une certaine façon. Et quand j'ai rencontré Josette Thomas, j'avais trouvé une idée, c'était je vais créer une école, on va former des jeunes, je vais leur éviter de faire les erreurs que moi j'ai fait. Et au départ, c'était même pas une formation de haute couture que je voulais faire, c'était juste une formation sur 1 an. Tout le réseau que moi j'ai mis en place, toutes les expériences, les expertises que j'ai connues en 4 ans, je voulais permettre à des jeunes qui sont diplômés d'une école d'apprendre tout ça en 1 an. Donc on lance ce projet et très vite on oriente le projet par la suite sur une formation de haute couture parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai manque, que les jeunes qui sortaient des écoles qu'on recevait en couture, le niveau était catastrophique. Et du coup, on décide que l'école deviendrait la première école de haute couture en France. Donc Madame Thomas, qui malheureusement m'a quitté il y a 1 an et demi, qui était meilleure ouvrière de France en haute couture, qui était membre du jury pour le concours des meilleurs apprentis de France, etc. C'est peut-être la femme la plus importante que j'ai rencontrée dans la mode. Et du coup, je crée cette école. Ma marque est un peu au cimetière de la mode cette fois-ci. Là, je suis allé creuser une tombe au Père-Lachaise et poser ma marque un petit moment. Et je suis sur l'école. Concentré sur l'école, ça se passe assez bien, on expérimente. Et elle est où, cette école ? J'ai commencé sur Paris. J'ai été accueilli par des lycées professionnels. Aujourd'hui, elle est en banlieue, dans le Val-de-Marne. Elle est au pied de mon quartier. Donc, j'ai ramené la haute couture au pied de mon quartier aujourd'hui. En tout cas, l'apprentissage de la haute couture. Et en fait, pendant 2-3 ans, je suis que sur des formations. En plus, je forme même des salariés de l'Opéra de Paris. Je suis content, mais la création me manque. Et j'ai envie de revenir à nouveau à la création. Donc, je refais une collection en 2017. Et là, 4 jours après le défilé, je me fais voler toute ma collection. Mais par qui ? En fait, j'avais laissé ça dans la voiture. J'étais rentré très tard le soir et je voulais la garer dans le parking privé de ma sœur, mais elle s'était endormie. Et moi, j'étais venu trop tard, donc je me suis dit, c'est à l'entrée du quartier, c'est une résidence privée, c'est tranquille. Et le lendemain, on devait faire un shooting photo au studio. Donc, je me suis dit, je vais pas monter 20 housses le soir à 1h du matin. Je dis, je vais les laisser à l'arrière de la voiture. Mauvais endroit, mauvais moment. En fait, il y avait un mec qui rôdait, il avait vandalisé 6 ou 7 voitures sur ce trottoir. Et ma voiture, là, c'était même pas ma voiture, c'était celle de mon petit frère. Et donc, je me fais voler toute ma collection. Donc, du coup, je peux même pas vendre ou faire quoi que ce soit. On n'a même pas eu le temps de faire les photos. J'étais dégoûté pendant 15 minutes. Et après, je me ressaisis, je me suis dit, mais moi aussi, t'es un malade. T'étais jeune, tu faisais que de voler des vêtements dans les grands magasins. Il fallait qu'un jour, ça t'arrive à toi. Donc voilà, je me ressaisis, je me dis, tant pis, il n'y a pas mort d'homme, c'est le plus important. Et je perds une saison. Hein. Pour moi, c'était un peu mon retour dans la mode. On avait fait une belle collection qu'on avait présentée à la Canopée des Halles. Et là, je me dis, je vais refaire un peu des choses que j'aime. Et je me mets dans un peu les idées de confronter l'art et la mode. Et je pars avec Marie-Agnès Gillot au Taj Mahal. On fait un shooting photo. Parce que je voulais faire des projets où je crée des croisements interculturels, où je valorise les artistes franco-indiens et le patrimoine culturel et artistique de la France et de l'Inde. Donc je voulais shooter avec l'actrice Bollywood Aishwarya Rai à l'Opéra Garnier et dans le sens inverse avec Marie-Agnès Gillot au Taj Mahal. Et je me dis, aucune marque française n'a fait un shooting photo au Taj Mahal. Avec tous les millions qu'ils ont, faut que je sois le premier. Et on arrive à faire ce shooting photo au Taj Mahal. Une expérience incroyable avec Marie-Agnès Gillot que j'adore, qui a cru en moi. Parce que moi, j'étais un petit jeune créateur, quoi. J'étais pas une grande maison de luxe. Donc, une aventure de malade. Parce que c'est un challenge, d'obtenir les autorisations au Taj Mahal et tout. Et on expose au Carrousel du Louvre, ce projet. Donc, du coup, après ça, je me remets un petit peu dans la création. Je refais une collection. Là, je suis sélectionné pour intégrer le showroom des jeunes créateurs émergents de la Fédération de la Couture, qui s'appelait Designer Appartement à l'époque, qui est devenu le showroom Sphère. Ensuite, je suis sélectionné par une autre femme qui a été importante pour moi, Sylvette Lepers de la Redoute. Ah oui, je la connais, elle est formidable. Donc Sylvette me donne la chance de faire une collection capsule pour la Redoute. Je choisis Marie-Agnès Gillot en égérie. Et ensuite, on gagne un prix en dames. On gagne le prix Pierre Berger.
Donc c'est là que voilà, je gagne un peu du crédit et du respect dans le monde de la mode. Et ce qui est marrant, c'est que 9 ans avant, on avait creusé ma tombe dans l'industrie. Je me suis levé comme dans Thriller, quoi, et je suis venu un peu danser auprès de tous ces gens-là. Et donc maintenant, vous vivez de votre création? Alors aujourd'hui, je ne vis pas de ma création, je suis obligé de faire un peu des choses à côté. Mais je ne vis pas de ma création parce que ce que je gagne, je l'investis pour développer ma marque. Je suis indépendant, voilà, j'ai pas d'investisseur derrière moi, j'ai pas de financier. Mais vous êtes vendu au printemps? On est vendu, on a fait des pop-up avec le printemps, des petites choses. On vient de Ça lancer c'est le drôle e-shop. parce que c'était au printemps que vous voliez les jeans. Les jeans. Je m'en souviens, le président du printemps, quand on s'est rencontrés, et puis aussi une autre femme du printemps, Julie Charvy, qui est la directrice des ventes du magasin Femmes, qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup cru en moi. L'Inde nous a connectés, parce elle avait vécu en Inde, elle était passionnée de l'Inde. Et quand je faisais l'exposition au Carrousel du Louvre, le printemps avait un magasin au Louvre. Donc de ça est née la possibilité de faire un pop-up au printemps. Et à chaque fois quand ils me demandaient comment t'as atterri dans la mode, je disais, c'est en faisant des petites bêtises du côté des grands magasins. Ils me disent, lesquels? Je fais, le premier c'était chez vous. Et c'est marrant parce que le printemps, c'est le premier magasin où j'ai piqué un jean. C'est ça qui m'a ouvert les portes de la mode. Et le printemps est le premier grand magasin qui m'a donné ma chance. Chanel, je leur pique l'électricité un jour. Aujourd'hui, la maison qui a soutenu mon école, c'est Chanel. Donc c'est ceux que j'ai embêtés à l'époque. Aujourd'hui, c'est ceux qui m'ont soutenu. C'est plutôt un beau message. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez croisé dans votre ascenseur social la question du racisme? Alors, si je suis très franc et transparent, moi, je pense pas que j'ai été confronté au racisme, ou peut-être qu'il y en a eu, mais comme je suis quelqu'un, j'ai pas le temps de regarder ça. Les gens qui m'ont snobé plus jeune, ou qui me voyaient en moi le petit gars de la cité, etc. En fait, moi, je remercie ces gens-là, parce que ces gens, en fait, ils m'ont donné la motivation. Pour moi, ceux qui ont été durs avec moi quand je sortais de mes études, etc., qui m'ont snobé, je me suis toujours dit, toi, un jour, soit tu vas me regarder à la télé, ou soit quand tu vas me croiser, c'est toi qui vas lever la tête pour me regarder. Donc j'ai toujours eu cet état d'esprit où je me suis dit, ceux qui m'ont snobé, en fait, plus tard, il faut pas que je baisse la tête quand je les recroise. Il faut que je garde la tête haute, et que c'est eux qui vont se sentir un peu cons de m'avoir dénigré, etc. Donc le racisme, je dirais non. Après, on va pas se mentir, dans la mode, il y a des sphères, il y a des lobbies. Ah oui, il y a des castes, bien sûr. Moi, aujourd'hui, le parcours de Mossy, c'est quoi? C'est un gars qui vient de banlieue, qui est africain, qui est hétéro, qui est musulman, qui fume pas, qui boit pas, qui se drogue pas. Donc ça veut dire que il y a plein de stéréotypes où je suis pas dans certains... Enfin, moi, pour faire la fête, j'ai pas besoin de me droguer ou de m'en foutre, et je peux faire la fête, m'asseoir avec mes potes, on se charrie, on déconne, ou je prends autant de plaisir à discuter avec un conducteur de tuk-tuk en Inde que quand je vais être avec une grande célébrité de Bollywood. Donc, j'estime que pour moi, alors oui, il y a des questions de discrimination dans la mode, plus d'inclusivité, de diversité, etc. Mais je vais aller même encore plus loin. Moi, j'ai souvent entendu, les blacks ne sont pas assez représentés dans la mode, etc., etc., etc. Il y a un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. Parce que les gens qui ont réussi dans les quartiers, la plupart du temps, quand ils veulent démontrer un marqueur d'ascension sociale, ils vont pas venir au défilé d'un Mossy ou d'un jeune créateur issu de la diversité ou des quartiers prioritaires. Ce qu'ils voudront, c'est se montrer au défilé Dior, Gucci, etc., de Louis Vuitton. Que ce soit le joueur de foot connu, il y en a peut-être quelques-uns qui donnent de la force, mais la plupart. Et je me suis toujours dit, Mossy n'attend rien des autres, en fait. Avance par toi-même. Quand on prend l'ascenseur social, on connaît des épisodes parfois, et souvent même, d'ascenseur émotionnel, liés à changer, en fait, de milieu d'origine. Moi, j'ai cohabité avec les deux mondes. Vous n'avez ressenti aucun clivage? Je vais donner un exemple. Le matin, je peux être dans mon quartier et tout, voir les gamins qui jouent au foot, etc. Les mamans qui vendent de la nourriture en face du centre social où j'ai l'école, etc. Et le soir, je peux me retrouver au Ritz. Et en fait, je suis moi-même dans les deux environnements. Et c'est ça la force de Mossy aujourd'hui. C'est que peu importe l'endroit où je suis, le respect
que je vais donner, ce sera le même si demain, tu peux être un PDG du CAC 40 ou que tu peux être le petit gamin du quartier qui m'interpelle et qui veut avoir des conseils parce que tu as envie de faire des études de création ou autre, ou te lancer dans la couture. Bah, je prends plaisir dans les deux endroits. Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce que les autres frères et sœurs ont aussi une réussite, une ascension sociale? Comment ça se passe? Alors, bizarrement, j'ai une famille très tournée dans des métiers où il y a de la solidarité, de l'aide, etc. J'ai un petit frère qui est prof. Donc voilà, il est aussi dans la transmission, l'éducation. J'ai un autre frère qui est coach sportif et qui aide aussi parfois des personnes avec des situations, avec des physiques un peu désavantageux. Donc il essaie de les aider. Il n'est pas juste coach sportif pour faire des images sur les réseaux sociaux. Il aime aider les gens qui sont confrontés à des problèmes physiques et d'essayer de les aider à se sentir bien dans leur corps. J'ai une grande sœur qui est infirmière. Donc voilà, qui va aider, enfin qui va travailler, soigner pas mal de papas et mamans du quartier. Ils sont beaucoup dans le care, comme on dit. Ouais. J'ai une autre petite sœur qui travaillait avec des enfants autistes. Donc c'est marrant parce que ouais, dans la famille, on a fait beaucoup de métiers tournés vers les autres. J'ai une belle sœur qui est assistante sociale. Et en fait, alors la mode, bon, c'est un peu un monde inconnu pour ma famille. Hein. J'ai juste une petite sœur qui, elle est un peu plus jeune. C'est avec mon petit frère, enfin avec mon dernier petit frère, c'est les deux derniers. Donc eux, c'est une génération, bon voilà, qui est peut-être plus ouvert à la mode, etc. Mais moi, j'ai une famille, voilà, qui a souvent été fière de mon parcours, de mon travail, mais qui ne sont jamais vantés d'avoir un frère créateur de mode. Ils sont discrets, ils cherchent pas la lumière. On a grandi dans une famille, voilà, l'humilité prône. Puis voilà, je suis aussi dans une famille qui est musulmane, assez pratiquante. Mais aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se fait autour des religions et notamment la religion musulmane, moi, ma famille, notre vision de la religion n'est pas celle qu'on voit à la télé ou dans les médias. Notre religion est une religion, voilà, d'entraide, de solidarité, de vouloir le bien pour autrui, musulman ou non musulman. J'ai eu quand même la chance de baigner quand même vraiment dans un environnement familial qui a cru en moi, qui m'a aussi soutenu, hein, parce que quand tu es créateur de mode, bah, tu fais beaucoup de sacrifices financiers et forcément, bah, pendant certaines périodes, c'est peut-être pas toi qui peux aider la maison. Moi, mon père et ses frères, ils envoyaient beaucoup d'argent au pays pour aider. Quand mon grand-père est décédé, le grand frère de mon père est resté au pays pour s'occuper de tout le monde. En fait, en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, on a aussi nos parents, ici, ils sont venus comme avec une mission. C'est-à-dire, ils n'étaient pas là pour se dire « je vais me faire plaisir, l'été, je vais en vacances ». Non, ce qu'ils gagnaient, c'est qu'il faut que le frigo soit rempli, que mes enfants aient une bonne éducation. Moi, j'ai un père qui voulait pas de paresseux à la maison. Il voulait pas de vendeurs de drogue. Il voulait pas de criminels. Il était strict. Alors, il était dur, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tant que tu travaillais ou que tu étudiais, il va te soutenir. Et si à 11h, tu es allongé à plat ventre, à ronfler, et que tu fais le paresseux, ça, il détestait ça. Il était hyper dur avec ça. Parce qu'il voulait qu'on réussisse, que ce soit moi, mes frères, mes cousins. Et vous avez tous réussi. Je veux dire qu'on fait tous quelque chose qu'on apprécie et que... moi, j'étais un peu le petit vilain canard de la maison parce que durant mes années lycée, j'ai failli connaître la casse-prison, par exemple, parce que j'ai été confronté à tout ce qui est les embrouilles de quartier. Bah, quand vous voliez, peut-être qu'un jour vous êtes fait choper quand même. Alors je me suis fait choper, mais heureusement que j'avais toujours un temps d'avance parce que c'est mes mentors qui venaient me chercher... C'est mes mentors qui venaient me chercher et qui se faisaient passer pour mes grands frères. Qu'est-ce qu'il faudrait changer sur le plan collectif pour accélérer l'ascenseur social en France? Moi, je pense déjà qu'il faut valoriser plusieurs types de réussite. Que la réussite, quand on est issu d'un quartier prioritaire, c'est pas que le foot, c'est pas que le rap, c'est pas que le cinéma, c'est pas que le hip-hop, etc. ou la danse. C'est parfois, moi je suis issu d'une génération 85 où déjà les filles étaient un peu plus bosseuses que nous les garçons, ont amené moins de problèmes au sein des familles. Il y en a qui sont devenus directrices de banque, il y en a qui sont devenus médecins. Il faut valoriser ces gens-là. Il faut valoriser. C'est le but de ce podcast. Franchement, on a plein de profils à vous proposer. Et je trouve que ce soit les élus politiques, ils vont chercher à se mettre à côté et faire la photo avec celui qui est médiatique. Mais parfois, celui qui est peut-être moins médiatique,
mais qui peut-être a fait rentrer 10 personnes du quartier dans son entreprise, où il y en a, ils ont créé des entreprises et ils créent de l'emploi, et ils montrent le chemin de la réussite, tout ça, il faut valoriser. Donc oui, il faut qu'on ait un autre regard sur c'est quoi la réussite. Votre conseil à un petit jeune qui voudrait prendre l'ascenseur social ? De lui dire, avant de vouloir prendre l'ascenseur, prends les escaliers déjà, ce serait cool. Ça va te forger un mental et les expériences. Conseil que je rajouterais, c'est va faire les erreurs chez les autres avant de te lancer. Parce que le jour où tu te lances, les conséquences des erreurs ne sont pas les mêmes quand c'est toi qui es maître à bord. Et pour finir, faut être patient, faut aimer ce qu'on fait. Et s'il se lève le matin et qu'il fait un boulot qu'il aime, et même si il gagne pas des 1000 et des cendres, à partir du moment où tu te lèves le matin et que tu fais un boulot que tu aimes, t'es déjà sur un chemin de réussite. Je vous imagine pas vous arrêter comme ça dans l'ascenseur. C'est quoi la prochaine étape pour vous, Mossy ? Alors là, il y a pas mal de projets qui se dessinent. Donc là, on vient juste de finir la Fashion Week de Paris, de présenter notre collection printemps-été 2025. Je suis sur des projets d'exposition avec des grands musées qui aimeraient nous consacrer des projets d'expo. Là, on vient de gagner le prix de la ville de Paris en tant que marque engagée. On a eu le prix de Antique Batik du fonds de dotation Maison Mode Méditerranée. Donc, pas mal de prix cette année. Donc, Bravo. C'est super cool pour le parcours. Et puis, je suis aussi je travaille beaucoup sur l'innovation textile en ce moment parce que j'aimerais être une marque qui répond aussi aux enjeux de demain. Donc, je travaille avec des industries, des industriels, par exemple, de la terre, une société qui s'appelle Artesa qui recycle des terres de chantier. Et là, on vient tout juste de développer un nouveau tissu à partir de la terre de chantier qu'on recycle en tissu. J'ai travaillé sur le sujet de la caséine de lait, la partie non consommable du lait transformé en tissu, avec un organisme éco-maison qui collecte tout ce qui est des matelas, des couettes qui sont en fin de vie, qui sont considérés comme des déchets et qu'on recycle en tissu. Je travaille aussi avec l'industrie du caoutchouc. Comment on peut recycler les déchets du caoutchouc en nouvelles fibres textiles. Donc vous êtes dans une orientation mode responsable là. Alors, je vais dire une mode engagée de manière globale sur l'innovation, trouver des solutions pour répondre à tous ces gisements de déchets qu'on pourrait transformer, mais que ça génère aussi des nouvelles ressources économiques. Par exemple, pour le lait, moi je serais ravi que le secteur agricole puisse bénéficier de cela. Merci beaucoup Mossy pour ce voyage dans votre ascenseur. Merci à vous. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. Bienvenue dans l'ascenseur vous est offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.